Ouais, tu m'avais déjà mis du miel, tu disais. J'ai mis une cuillère, une petite cuillère. C'est facile. Je vais en rajouter un petit peu, mais voilà. Alors, par contre, il te demandait si, donc le 23, je valide avec lui, et il me demande si le sujet tournera autour du matos principalement et s'il te faut des photos. Ouais, on va parler matos, on parlera paysage, de son métier. Ouais. Et oui, s'il y a des photos, ce sera aussi bien. On va essayer. Qu'est-ce que... Alors. Bon, allez, je vais commencer mon cours. Sans même qu'il y ait beaucoup de gens, c'est pas grave. Alors bonsoir tout le monde. Je m'étais dit que, voilà, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai beaucoup de courage, j'ai envie de faire plein de choses. Le dernier coup, on a fait un petit live autour, eh bien en fait du lieu, c'est-à-dire pour vous montrer un petit peu les terrains, le cadastre, les surfaces, un petit peu les projets futurs. Les implantations d'élevage, enfin tout. On avait aussi discuté autour en fait bien de la circulation. Clairement autour voilà, du design, de l'organisation d'un terrain, plus ou moins en permaculture, enfin en tout cas d'une ferme. Voilà. Et donc ce soir, du coup, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de reprendre de nouveau ce cadastre, mais s'axer justement sur l'eau. Hein, parce que l'eau, bon, voilà, c'est quand même l'eau, c'est la vie, comme on dit. Mais au-delà de ça, ouais, donc l'importance de l'eau a été largement sous-estimée, je trouve, au départ, quand on a commencé à parler d'autonomie sur Internet. Et puis voilà, donc clairement, les permaculteurs aussi nous ont expliqué qu'on pouvait quand même se passer alors pas s'en passer totalement, mais de s'en passer un petit peu. Et donc, on a perdu de vue que c'était une composante essentielle. Et voilà, et que on a déjà, nous, notre domicile en avait besoin de quand même beaucoup. J'ai les chiffres, là, on va parler d'un bouquin en même temps. Et que derrière, eh bien, élevage et culture allaient aussi en réclamer énormément. Voilà. Alors du coup, déjà, on va dire, pour commencer un petit peu là, cet échange, voilà, donc ça, c'est le bouquin de Mouton Résilient. Tac, alors attendez, juste une petite seconde, on va faire comme ça. Hop, voilà, donc résilience, l'eau, manuel pratique. Donc voilà, donc ça, c'est Pierre, je crois, qui me l'a offert très gentiment. Donc ça, c'est une référence. On aura l'occasion de parler de ce livre quand on fera un club de lecture bienveillant avec Léandre, qui lui aussi l'a reçu. Donc ça, par contre, c'est un livre référence. C'est vraiment un très bon livre. Hein. Vous pouvez les consulter, d'ailleurs, les avis qui ont été laissés sur Amazon. Tout le monde le plébiscite. Et je pense que c'est pas pour rien. Alors, je ne vais pas vous dire que je l'ai complètement lu, mais je savais de toute façon qu'il allait me faire un résumé des besoins en eau dès les premières pages. Et je me suis dit, allez, tiens, on va regarder ça, et ça nous permettra d'introduire un petit peu ce live. Alors, donc du coup, très rapidement, voilà, donc un Français, en moyenne, c'est 150 litres par jour. Donc ça, c'est dans son bouquin, hein, je ne fais que citer. Donc un Français, en moyenne, donc c'est 150 litres par jour. Hein. Donc voilà, donc alors, on va ramener ça tranquillement au poids. Hein, 150 litres, c'est donc 150 kilos. Ça sera très important pour la suite, hein, pour comprendre que c'est bien d'avoir, on va dire, un réseau d'eau pour pouvoir l'acheminer correctement sans effort, ou alors bien carrément du véhicule, de la cuve, de la tonne à eau, etc., hein, puisque ça fait vite lourd. Donc voilà, donc 150 litres par jour pour un Français, donc 150 kilos. Hein. Donc on aura... alors ça, c'est pour un Français qui se prend pas la tête. Hein. On est sur le Français moyen, on n'est pas sur l'autonomiste qui normalement fait des efforts sur sa consommation d'eau.
hein. C'est-à-dire que quand on attaque une démarche d'autonomie, déjà, on va voir ses besoins à la baisse. Excusez-moi, on va voir ses besoins à la baisse. Donc, théoriquement, on va faire l'impasse. Alors, vous allez voir, parce qu'il y en a qui vont discuter encore. On va faire l'impasse sur le lave-vaisselle, on va faire l'impasse sur les douches, enfin sur les bains d'abord, puis sur les douches qui vont durer trop longtemps. On va faire l'impasse sur, voilà, sur pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas laver sa voiture à grande eau avec, voilà. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on va éviter. Donc là, on parle d'un Français qui s'en balèque. Donc c'est 150 litres de flotte. Donc dedans, il y a 39%, hein, 39% pour les bains et les douches, 20% pour les WC. Vous voyez, c'est énorme, hein. 20% de la consommation d'eau. On comprend tout de suite que les toilettes sèches ont une grande importance dans une démarche d'autonomie ou hors réseau, hein. 20% pour les toilettes, hein. Et là dedans, on parle juste d'évacuer la merde et la pisse, hein, pas de se laver le cul, hein. Ouais, je suis vulgaire, je m'en fous. 12% pour le linge, 10% pour la vaisselle, 6% pour la préparation de la nourriture, 6% pour les usages domestiques divers, 6% pour le lavage de la voiture et l'arrosage du jardin. Alors, donc là encore, on parle pas non plus. Là, quand on dit arrosage du jardin, tu vois, c'est arrosage du jardin. C'est pas arrosage de planches maraîchères, quoi. Et 1% donc pour l'eau potable. Donc là, ça c'est pour le coup, c'est assez rassurant puisque on se dit que ben, déjà, voilà, 1%, c'est pour pas crever de soif. C'est cool. Voilà, donc voilà pour ce qui est d'abord de la répartition de la consommation. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat ? Voilà. Et donc, il ajoute, il est intéressant de constater que 93% de l'eau des ménages est destinée à l'hygiène en général et 7% pour l'alimentation. Voilà, bon. Alors, ces chiffres, hein, donc, ils sont page 17 de ce livre, hein, que je vous conseille largement. Même sans l'avoir lu, je sais qu'il est bon, donc voilà. Donc ensuite, très rapidement, il fait des exemples d'utilisation de l'eau dans un foyer. Donc voilà, donc jusqu'à 80 000 litres pour remplir la piscine. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des putains de piscines? Non, ouais, la piscine, à la limite, ça peut être une réserve d'eau. Allez, vous avez le droit. Si c'est une réserve d'eau, sinon vous êtes des bâtards. Ensuite, on a 3 à 6 litres par mètre carré pour l'arrosage du jardin, 150 litres pour un bain. Et donc là, ramenez toujours ça au point, hein. 60 à 80 litres pour une douche de 3 à 6 minutes, 40 à 60 litres pour la machine à laver, 40 litres si vous lavez la vaisselle à l'eau courante au lieu de remplir des bacs, 12 à 16 litres pour le lave-vaisselle et 10 à 12 litres pour la vaisselle à la main. Donc ça, c'est dans le cas où on fait une vaisselle stratégique, quoi, hein. Dans le sens où on ne laisse pas couler l'eau 3 heures sur l'assiette pour la rincer. Sinon, on est à 40 litres de flotte. Donc, effectivement, beaucoup plus qu'un lave-vaisselle. Voilà. Mais si on fait la vaisselle à la main correctement, on consommera moins qu'un lave-vaisselle, sachant qu'un lave-vaisselle, en plus de consommer de l'eau, va consommer de l'énergie. Encore une fois, si on est hors réseau, le lave-vaisselle est exclu, hein. Pourquoi ? Parce que il va chauffer de l'eau, il y a une résistance thermique dedans qui va consommer énormément d'énergie, et ça, on ne peut pas se le permettre, en particulier en hiver, sur les batteries, hein. Donc ça, il faut bien le comprendre, hein. La vie hors réseau, déjà, la vie hors réseau va vous imposer des limites, et si vous voulez vous imposer des limites, il y a pas mal de vos habitudes courantes qu'il va falloir reprendre, quoi, hein. Parce que ça, c'est un truc. Bon, on va pas trop s'écarter du sujet de l'eau, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont vous vous rendez pas compte, hein. Quand vous appuyez sur un bouton, des fois, c'est 2000 watts, c'est 3000 watts. Vous savez pas ce que c'est en termes de puissance, c'est énorme. Voilà. Donc déjà, ça peut être intéressant pour vous de comprendre vos consommations, que ce soit d'eau et d'énergie, hein. Donc voilà, donc ça, c'est intéressant de savoir quoi représente quelle quantité. Bon, voilà. Et ensuite, donc, entre 3, 6, 9 litres pour la chasse d'eau. Donc voilà, tu pisses, tu as minimum 3 litres d'eau potable qui partent à la benne. Donc encore une fois, on comprend largement l'utilité d'un toilette sèche. Par contre, on ne va pas dire que le toilette sèche est une solution parfaite, il y a des inconvénients. La gestion de toute la matière se fait pas comme ça. Ça nécessite quand même de la place, une certaine connaissance. Voilà. Moi, ça arrive que tellement que mon composteur là, il pue la mort, je mette un godet de broyat par-dessus. Voilà. Ça arrive. La magie carbone-azote, c'est pas aussi simple que ça.
et c'est pas toujours suffisamment équilibré pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc les composteurs, encore une fois, on vous dit c'est formidable, vous pouvez les mettre limite dans le salon. Moi, je vous dis que non. Je vous dis que c'est mieux de les mettre à des endroits assez éloignés de la maison et que parfois, eh bien, vous allez devoir les recouvrir avec pas mal de carbone pour essayer d'étouffer un peu l'odeur, quoi. Voilà. Et de préférence, les mettre à l'ombre, hein, parce que c'est pareil, l'urine avec le soleil, bon, c'est pas GG, quoi. Et vous dire aussi que bah, ça va ramener un peu de la zone, hein, parce que il y a des rongeurs, il y a des trucs qui aiment bien bouffer la merde. Donc voilà, donc le toilette sèche, c'est pas la solution à toutes à ces problématiques, quoi. Je vous renvoie au lombricompostage qui peut être une solution aussi. Bon, enfin voilà. Grappa qui me dit je suis à 160 litres par jour pour un foyer de 3 personnes. Bah, ça, c'est une très belle réussite, hein, puisque bah, comme un Français moyen, donc c'est 150 litres, bah, vous avez divisé votre consommation par 3, quoi. Donc bravo. Bravo. Donc là, déjà, c'est très bien. Ah, ok. Donc voilà ce qu'il en est. Déjà pour la répartition de la consommation et les utilisations, enfin la quantité selon l'utilisation. Donc ça, encore une fois, vous le retrouvez dans le bouquin de Mouton Résilient. Voilà. Donc ça, c'était simplement pour introduire un petit peu ce live autour de l'eau. Et maintenant, on va parler de l'eau par l'exemple, et je vais vous montrer, nous, en fait, sur notre terrain, quels sont nos moyens de stockage, en quel nombre et quelle quantité, finalement, on a sur le terrain. Et ensuite, on parlera aussi de l'amélioration de ce réseau d'eau, puisqu'il reste largement à parfaire, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. Alors, juste, je fais une petite pause, je bois mon thé, en même temps, je vais lire un petit peu vos commentaires avant d'embrayer sur Géoportail. Alors, très rapidement, Géoportail est un outil indispensable, hein, pour vous, si vous avez un projet de design ou quoi que ce soit. Je vous encourage largement, ou même quand vous faites une recherche en fait, d'un bien que vous voulez acheter, je vous conseille largement d'aller dessus. Vous pouvez mesurer des surfaces, voir pas mal de choses. J'ai vu qu'on pouvait faire des annotations, c'est ce que j'ai fait à l'instant. Donc voilà, donc c'est un outil vraiment indispensable. Donc voilà, donc Damien nous dit, dans notre installation, une pompe sur l'étang de 900 watts pour arroser le potager, une pompe de 450 watts pour le puits, toilette, douche, et on a gardé le raccordement au réseau pour l'eau potable. Voilà, donc une belle stratégie, ça. Donc voilà, donc alors oui, ça on peut en parler très rapidement. Faut-il ou non rester raccordé au réseau d'eau potable? Alors clairement oui. Moi je vous le dis net, oui. Parce que on ne sait jamais, voilà, tout simplement. Et donc, quand on est réellement prévoyant, ben, on va pas se couper bêtement de tout, hein, parce qu'il peut arriver n'importe quoi, hein, la source qui tarit, des cuves, il y a plein d'algues dedans, enfin bon, il peut arriver n'importe quoi. L'eau courante du réseau, ça reste une solution à avoir. Et en plus de ça, donc il faut bien comprendre que d'abord c'est de l'eau potable, hein, quoi qu'en disent tous les perchés, hein, qu'il faut la dynamiser avant de la boire, etc., elle est potable. Et même si elle n'est pas bonne, elle est potable. Elle est sous pression, à minimum 3 bars. Et puis bon, ça reste encore accessible. Je veux dire, hein, c'est pas voilà, ça reste accessible pécuniairement. Donc quelque part, en fait, pourquoi s'en défaire pour des convictions stupides le plus souvent, quoi. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut conserver son raccordement à l'eau. Enfin, je veux dire, si on arrive dans une maison et qu'on l'a, on va pas se déconnecter bêtement. Voilà, on conserve et puis voilà, c'est tout. Par exemple, je peux parler de mon cas, nous, on l'a pas fait monter l'eau, tout simplement parce que derrière, ça va impliquer pas mal de frais sur l'épuration et tout. Parce que évidemment, si on vous amène l'eau, on s'intéresse de savoir comment est-ce qu'elle ressort derrière, hein. Et donc nous, en fait, on fait le choix de ne pas avoir l'eau courante, donc de pourvoir à notre de pourvoir à notre besoin en eau, et puis derrière, eh bien, on pourvoit aussi à notre besoin de la traiter, voilà, tout simplement. Donc voilà, et tout ça, on le fait bien, hein, très rapidement. Bon, je peux en parler, hein, ça va introduire le reste. Donc oui, tiens, ça peut être intéressant pour la suite. Voilà, donc je vais très rapidement, donc excusez-moi. Alors, donc, nous, quelle consommation on fait de l'eau? Et oui, alors, excusez-moi, il faut que j'arrive à envoyer, après ça va se faire. Donc déjà, nous, quotidiennement,
Premièrement, on n'a pas de toilette à eau, hein. On a un toilette sèche, donc ça évacue une grosse partie de la consommation, 20%, comme nous l'explique Mouton Résilient. Ensuite, donc, on a une habitude qui est de se laver aux gants, donc pas de douche. Hein. Donc, le fait de se laver aux gants, on va peut-être consommer, vraiment, je sais pas moi, allez, entre 5 et 10 litres d'eau, vraiment. Alors là, si on laisse couler, hein, si on rince le gant plusieurs fois et tout. Donc voilà, donc forcément, là encore, on baisse largement nos consommations d'eau. Donc voilà, donc l'hygiène est quand même, elle est bonne, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, derrière, on ne fait pas couler l'eau pendant 3 heures. Donc pas de toilette, pas de douche. Ouais, et puis bon, c'est à peu près tout, hein, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Hein. La vaisselle, on l'a fait à la main, donc pas de lave-vaisselle, on l'a fait donc, de manière assez stratégique, donc on a une consommation très réduite là-dessus aussi. Et puis après, eau de boisson qui passe dans divers filtres, ah oui, dans divers filtres et qui est potabilisé à la fin par un Berkey. Oui, et puis donc Agnès me disait aussi la machine à laver. Donc on a une machine à laver standard pour le coup. Un jour, il faudra que je m'occupe de la raccorder sur, sur l'eau chaude pour éviter de faire fonctionner sa résistance thermique. Mais en tout cas, voilà, donc machine à laver standard, voilà. Ensuite, voilà, c'est à peu près tout. Et donc derrière, l'épuration, alors l'épuration de ces eaux seulement grises, hein, puisque il n'y a pas de matière fécale dedans, il n'y a pas d'urine, se fait dans une épuration que nous avons autoconstruite et qui est largement d'ailleurs surestimée par rapport à notre consommation, quoi. Donc voilà, donc alors j'ai pas fait de vidéo dédiée là-dessus parce que j'avais pas envie de m'étendre sur le sujet parce que j'ai autre chose à foutre que faire des vidéos précises. Donc voilà, donc on a un filtre à paille. Ça, j'en ai discuté, c'est peut-être pas le meilleur. Si vous avez moyen de mettre un bac à graisse, ça sera très bien. Et puis derrière, une succession de bacs en pouzzolane. Et puis en dernier, une espèce de petite mare de biodiversité constituée d'un bac aussi. Voilà. Donc voilà, donc ça à l'occasion, on vous le montrera. Donc voilà, donc là j'ai parlé à peu près donc du domicile et de comment sort l'eau finalement. Donc voilà, on a à peu près un cycle fermé. Alors du coup, il faut qu'on comprenne aussi d'où elle vient cette eau. Donc voilà, hop, je vous mets ça. Est-ce que des fois je peux faire comme ça? Là, ça serait pas mal ça. Alors voilà, donc vous voyez là, j'ai mis beaucoup d'annotations. C'est marrant comme ça. Alors voilà, voilà. Ça fait très fouillis, tout simplement. Alors ça en fait, c'est tous nos points d'eau dispersés sur le terrain et leur contenance. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par la maison. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui alimente la maison? Alors tout simplement, on a une cuve enterrée en polyéthylène, faite donc vraiment enterrée. Donc ça, c'est de l'autoconstruction, on l'a fait nous-mêmes. Cette cuve de 4000 litres, là, qui est juste là, elle va être remplie par cette partie du toit, donc la partie arrière du toit de la maison, et la partie arrière du garage. Toutes ces toitures alimentent cette cuve de 4000 litres. Ensuite, elle est aussi alimentée, là, on a un petit puits qui est juste là, donc je l'ai marqué, là. Attendez, est-ce que je peux enlever ça? Ouais. Donc là, hop, je vais y arriver. Donc voilà. Donc là, est-ce qu'on voit? Donc là, on a la maison, on a cette fameuse cuve dont je viens de vous parler, et là, on a ce puits. Donc ce puits, en fait, c'est un trou dans la terre qui est monté en pierre sèche et qui est fini, bien peaufiné à la chaux, avec un couvercle pareil dessus. Et donc celui-là, en fait, il récolte les eaux de surface. C'est-à-dire que quand il pleut, toute l'eau sointe à travers les pierres et ça vient remplir un trou. Voilà. Et donc ensuite, une fois que ce puits est complètement plein, il y a un trop-plein un trop-plein avec un tube de PVC de 100 qui va venir en fait se déverser dans la cuve de 4000 litres. Donc voilà. Donc la cuve de 4000 litres, elle est alimentée par ce puits et par les autres toitures. Puis, une fois qu'elle est pleine, cette cuve de 4000 litres, elle a un trop-plein aussi, et ce trop-plein va se déverser dans une petite mare. Oui, alors elle ne fait pas 4000 litres, là je me suis trompé, mais dans une petite mare, celle que j'ai débroussaillée récemment dans un JDB que vous avez pu voir, et qui me reste donc à maçonner pour faire quelque chose de joli, quoi. Donc ça, c'est vraiment une mare de biodiversité, hein. Ça ne me servira pas de réserve d'eau. Voilà, je l'ai quand même noté, mais ce n'est pas de la réserve utile. Je ne vais pas pomper dans cet environnement, sinon après, je le dérègle, et on n'appelle plus ça une mare de biodiversité, mais une réserve d'eau. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est pour notre alimentation de la maison. Donc vous comprenez que alors, on a pu se permettre 4000 litres d'eau puisqu'on a une utilisation de l'eau qui est très raisonnable et qui est celle que je vous ai indiquée tout à l'heure.
Si vous voulez conserver un mode de vie totalement what the fuck, enfin totalement normal, on va dire, vous allez devoir passer sur des cuves bien plus importantes, donc de la cuve ciment, des grosses installations qui vont coûter cher, ou alors tout simplement, vous êtes sur le réseau d'eau potable et puis balèque, quoi. Ça, c'est à vous de voir. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes hors réseau, 4000 litres, c'est suffisant pour deux. C'est limite. Mais si d'abord on a d'autres sources d'approvisionnement pour les cultures, ça c'est vraiment que pour la maison. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est 4000 litres, c'est juste pour la maison et l'utilisation qu'on en fait dans le domicile. Voilà. Parce qu'après, vous allez voir, c'est plus du tout la même limonade, quoi. Donc voilà, donc si votre approvisionnement en eau, ça va être uniquement de la toiture, déjà, il va vous falloir des belles grosses surfaces de toiture. Et en plus, derrière, une sacrée série de cuves, parce que vous allez voir que vous allez avoir de très très gros besoins en eau, hein, clairement. Alors je regarde un petit peu si vous avez des remarques. Non, pour l'instant, rien. Ok. Donc, vous avez vu, je fais un live, il n'est pas sur Patreon. Hein. C'est tout gratuit ce que je vous fais là. Alors donc voilà, on a fait le système d'eau pour la maison. Donc très rapidement, en fait, il y a une pompe immergée dans la cuve de 4000 litres. Il y a une série de filtres. Ça va alimenter un ballon à vessie. C'est comme un surpresseur, hein, comme un compresseur d'air, voilà. Et ensuite, derrière ce ballon à vessie, il y a pareil une succession de filtres. Et ça envoie donc de la pression dans la plomberie de la maison, quoi. Donc, voilà. Donc après, on a l'eau au robinet, on a une douche, on a tout ce qu'il faut, comme dans une maison normale, quoi. Sauf que on applique une certaine restriction. Voilà. Ok. Voilà. Donc on a parlé donc du fait que les toitures arrière permettaient l'alimentation de cette cuve de 4000 litres. Les gouttières à l'avant de la maison, elles, permettent d'alimenter des cuves aériennes de 1500 litres. En fait, il y a un IBC et une cuve verte qui sont juste là, hein, sur ce point-là. Et ça va être plutôt pour arroser en fait la partie potager qui est ici. Voilà. Donc, oui, je me trompe. Cette série de cuves de 1500 litres, elle est remplie uniquement grâce à la toiture avant du garage. Voilà. Et la toiture avant de la maison, elle va alimenter une réserve incendie qui fait 17 000 litres d'eau, qui est en ce moment naze, puisque la bâche qui a été utilisée pour ce faire, c'était de la merde. Donc cette réserve incendie, elle va être rénovée aussi et faite en dur aussi, maçonnée. Et donc elle comptera peut-être un peu moins du coup, mais voilà, plus de 15 000 litres d'eau. Et comme son nom l'indique, ça, encore une fois, c'est pas fait pour les cultures, pour les animaux, c'est fait en cas d'incendie. Hein. Voilà, si la maison flambe, on pompe dedans, enfin les pompiers pompent dedans et on envoie de la flotte. Voilà, là, c'est dans le cas où on est hors réseau, on n'a pas de borne d'incendie, il faut prévoir. Parce que là, vous avez quand même, enfin, nous, on a quand même investi 170 000 €, on n'a pas trop envie que ça parte en fumée, quoi. On aimerait bien pouvoir agir rapidement. Donc ça, il faut le prévoir si vous êtes hors réseau. Voilà, donc voilà ce qu'il en est. Et donc ensuite, on va parler un petit peu, donc on va parler culture, tiens. Donc du coup, on a indiqué donc ces deux cuves là de 1000 litres et 500 litres qui font 1500 litres, qui permettent d'arroser une petite partie du potager, hein, parce que c'est très vite à sec, hein, du fait que la zone, la toiture est pas très vaste, et bien on les remplit assez difficilement, elles sont très régulièrement vides. Et là, on a pareil une cuve de 1000 litres, puisque donc ici, en fait, c'est la serre à semis, accompagnée là du petit local à outils. Et donc tout ça, c'est raccordé à une cuve de 1000 litres qu'on a bardée récemment. Et donc cette cuve permet aussi d'arroser en fait cette partie potager. Donc en gros, là, juste pour cette petite zone là, eh bien, on monte déjà à 2500 litres. Voilà. Alors, je fais un petit PS sur les cuves IBC. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, puisque ce live est autour de la question. Vous achetez des IBC qui sont opaques. Sinon, ça sert à rien. Voilà, parce que vous allez avoir des algues, c'est la merde, vous allez devoir y filmer. Enfin, vous voyez bien comment je me fais chier. Donc, IBC opaque, même si vous les payez plus cher, c'est pas grave. De toute façon, vous les payez avec une fois. Voilà. Donc, voilà. Donc, rien que pour
rien que pour cette zone, on est déjà à 2500 litres. Hein. Voilà, donc c'est la partie potager un petit peu en terrasse, un petit peu là, avec la phytoépuration dedans et tout. Donc voilà. Ensuite, on va passer derrière. Et donc là, on arrive pareil aux parties potagères. Et avec, vous savez, la serre tunnel. La serre tunnel qui est à ce niveau. Et donc là, eh bien, cette partie-là, elle est largement arrosée, alimentée par la source. Hein, puisque ben, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de grange avec une toiture, donc on ne fait pas de récupération d'eau de pluie. Donc là, cette zone-là, c'est uniquement grâce à la source qui est juste là. Donc là, c'est pareil, je l'ai annoté, hein, source à débit variable, puisque bah, son débit varie en fonction des saisons. Donc voilà, donc actuellement, on avait fait un système qui permettait donc d'envoyer de la source l'eau jusqu'à une cuve IBC qui était en amont. Ah ben on la voit ici, elle était là. Donc en gros, voilà, on a un fort dénivelé là. Là, on a un très fort dénivelé. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait l'eau de la source jusqu'à une cuve de 1000 litres. Et cette cuve de 1000 litres, elle faisait château d'eau, elle nous permettait d'alimenter toutes ces zones-là et de remplir une cuve de 300 litres qui était dans la serre. Voilà. Donc pour le moment, tout ça, c'est en travaux. Donc pour le moment, en fait, on se contente de remplir très régulièrement la cuve de 300 litres qui est dans la serre. Et après, on remplit nos arrosoirs et puis on arrose la serre et ce qui est nécessaire d'être arrosé à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, donc déjà, bon, la source, donc, on va dire réserve entre guillemets illimitée. Cuve tampon de 300 litres, parce que bah, cette eau là, qui sort de la source, elle est très fraîche, donc on ne veut pas faire de choc hydrique sur les cultures, donc il nous faut avoir un tampon pour pouvoir la préchauffer avant d'arroser nos plantes. Donc, on va parler un petit peu de l'avenir sur cette zone-là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, juste avant, je regardais un peu si vous avez des questions. Non, toujours rien. Putain, vous êtes des bons élèves, hein. Vous foutez pas le bordel dans le chat, vous écoutez bien, c'est bravo. Enfin bon, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions quand même. Hein. Non, c'est pas beaucoup un tampon de 300 litres. C'est pour ça que là, on va parler justement de comment est-ce qu'on va améliorer ça. Voilà. Parce que là, clairement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et puis en plus, derrière, si on va mettre de l'élevage derrière, il va nous falloir des réserves bien plus importantes. Et voilà. Donc, on va justement, Grappa, on va partir sur l'amélioration de ce système, puisque comme tu le soulignes, 300 litres, c'est clairement pas suffisant. Alors, donc, nous, ce qu'on veut faire, dans un premier temps, alors je sais pas comment ça va se faire. Hein. Donc là, vous savez qu'on a commencé à faire une digue, donc on projette de faire une étendue d'eau. Alors c'est pas non plus, on va pas parler d'étang, on va parler d'une mare assez importante. Mais là, pour le coup, ça sera vraiment encore une fois pour la biodiversité, pour le paysage et pas forcément pour pomper dedans. Hein. Voilà. Parce que là, ici, on va mettre des canards, tout ça. Bon, bref. Donc on aura un captage de source en amont qui nous permettra en fait d'avoir une réserve d'eau propre. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça va être trop compliqué et puis parce qu'on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va faire, mais en gros, on va faire une réserve d'eau propre dans laquelle on va pouvoir pomper. Et le trop-plein de cette réserve alimentera cette fameuse étendue d'eau. Et donc, de cette réserve, on va pomper et on va refaire le système qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire envoyer l'eau dans une cuve souple qui sera vraiment au point le plus haut du terrain, cuve souple de minimum 5000 litres. Et de là, ensuite, de cette réserve de 5000 litres, on va faire en sorte de pouvoir, avec du Plymouth, l'envoyer partout. Donc déjà l'envoyer à notre serre tunnel, qui est juste là, je rezoome. Hein, donc déjà de l'envoyer dans cette zone-là. Et ensuite, et là ça va être plus compliqué, ça va être de trouver un chemin, alors là, de trouver un chemin pour l'envoyer devant. Hein, puisque on va voir après, mais ici, on a des difficultés d'approvisionnement parce que sur cette partie-là, on n'a pas d'eau. Hein. Donc ça, on va le voir après, mais du coup, en gros, est-ce que j'ai les outils à noter la carte? En gros, cette cuve de 5000 litres, là, il va falloir qu'on balance du Plymouth, on va dire, un peu comme ça. On va voir, hein, parce qu'on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Hein, il y a des parties publiques, donc on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Mais du coup, là, on va devoir mettre quand même pas mal de mètres de Plymouth pour arriver, hop, jusqu'à nos planches de culture actuelles. Vous savez, les planches maraîchères. Voilà.
Là, c'est fini. Comment est-ce que je fais? Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc voilà, donc là, on comprend qu'on a quand même un beau chantier là, parce que bah, pareil, un réseau d'eau, hein, c'est pas aérien. Alors après, sinon, il faut le purger, mais de préférence, ça va être enterré. Et on l'enterre à 80 cm de profondeur. Donc là, je pense qu'on a un peu plus de 100 mètres quand même de Plymouth, donc il y a un bel investissement. Et puis, donc, il y a beaucoup de travail de terrassement, encore une fois. Voilà, donc, rappelez-vous encore, j'insiste, hein, que quand on dit 5000 litres, c'est 5 tonnes. Quand on dit 2000 litres, c'est 2 tonnes, etc., etc. 1 litre, 1 kilo. Hein. Voilà. Donc voilà, donc vous imaginez déjà le. Enfin voilà, tout ça pour dire que ben, bon, déjà, je vais casser vos rêves très rapidement, mais la méthode MFA de trimballer en fait ces litrons sur des chariots sur des kilomètres, vous oubliez ça tout de suite. Si vous visez une autonomie, c'est fini, c'est terminé. Soit vous enterrez du Plymouth, soit vous déplacez de l'eau avec un tracteur ou avec un quad. Mais le reste est exclu. C'est totalement exclu parce que vous allez vous épuiser, parce que ça, c'est débile de faire ça. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc, je vous le dis tout de suite, vous oubliez le transport de l'eau à la main sur des projets de cette envergure. Direct. Voilà, voilà donc maintenant, donc voilà, donc on a parlé un peu de cette grosse installation à venir. Hein. Ça, c'est les plus gros chantiers, hein, que ce soit la création finalement de cette étendue d'eau ou bien la mise en place de cette cuve souple avec cette pompe. Hein. Donc pareil, là, on va avoir une tranchée, hein, évidemment. Hein. Là, on va avoir une tranchée, hein, puisqu'il faut emmener de la pompe à la cuve souple. Hein, il faut tirer du Plymouth. Et pareil, il nous faut une station de pompage, hein, c'est-à-dire une cabane hors gel avec tout le système de pompage dedans et tout. Hein, sinon, il y a tout qui pète, c'est la merde, quoi. Donc là, il nous faut une cabane que je vais appeler une station de pompage et derrière un réseau enterré qui va nous envoyer tout vers la cuve souple. Et de la cuve souple, pareil, un réseau enterré qui va tout nous ramener vers la parcelle 88 qui n'a pas son approvisionnement en eau. Voilà, c'est simplement pour vous donner un peu la nature des travaux qui peuvent vous attendre dans des projets comme celui-là. Quoi. Il ne faut vraiment pas sous-estimer tout ça. Donc là, de toute façon, là, on est au tractopelle, là, hein. On est au tracteur. C'est pas la pioche et la pelle, là, hein. C'est fini ça. Hein. Non, mais je préfère vous le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, quoi. Et donc ça, c'est terminé. Tu vois, la méthode d'Amiens avec des tuyaux d'arrosage aérien, ça, vous oubliez aussi. C'est terminé. Hein. Voilà. C'est de la merde. Voilà, donc, ok. On a parlé de pas mal de petites choses. Ouais, on a fait le derrière. Maintenant, on va partir sur le devant. Donc, on a parlé de notre réserve incendie de 17 000 litres d'eau. Et donc là, on va arriver en fait sur la partie élevage. Donc le verger, juste une seconde. Le verger poulailler, qui comprend aussi l'espace pour les lapins. Et le verger dindailler, donc les dindes. Voilà. Alors, juste une seconde, laissez-moi juste boire mon thé. Je regarde si vous avez des questions. J'ai perdu mes arbres la première année avec la technique MFA. Bah oui, bah c'est pareil. Hein. Si vous plantez une vaste forêt comestible, c'est de l'irrigation qu'il va falloir faire. Et pour ça, je vous renvoie donc à l'excellente vidéo qu'a fait Léandre, son excellent reportage qu'il a fait sur cette jeune femme qui a fait une belle forêt comestible là. Elle était justement en train de peaufiner son installation en eau, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Voilà, si vous plantez de la forêt, si vous voulez faire un vaste verger, pensez le système d'irrigation. Et puis c'est pas quand vous aurez planté vos arbres que vous allez passer au tractopelle dedans pour tirer vos Plymouth. Hein. Donc réfléchissez bien à ça. Hein. Ça c'est important. Hein. Circulation et réseau d'eau. On fait d'abord le terrassement. Hein. Quand vous arrivez, en fait, vous commencez pas à planter des arbres, c'est de la débilité profonde. Parce que quand vous aurez planté vos arbres, après vous allez dire ah merde, faut les arroser. Et là, vous allez vouloir repasser le tractopelle dedans, mais ça va faire du dégât, quoi. Vous allez vous faire chier. Donc non, avant terrassement. Voilà. Oui, je sais, c'est pas green, mais c'est terrassement, quoi. Voilà. Alors, juste, je termine.
Hop. Je préfère Mérieux, mais rien ne te retient ici, je t'en prie. Hein. Moi, je t'oblige pas à rester. Hein. Alors, donc voilà, donc excusez-moi. Donc voilà, je repasse donc sur mon petit schéma. Donc le poulailler, vous le connaissez si vous suivez la chaîne Projet Liberté, mais j'espère que vous la suivez parce que c'est la meilleure chaîne qui parle d'autonomie. Quel bâtard. Excusez-moi. Alors, je vais y arriver. Donc ce poulailler, donc il y a de la volaille, il y a quand même pas mal de volailles, je sais plus combien on en a, mais peut-être bien une vingtaine, on va en avoir d'autres. On va peut-être même doubler le cheptel, on va peut-être monter jusqu'à 50, c'est possible. Et on a des lapins. Et des lapins, c'est pareil, on en a de plus en plus. Donc voilà, donc faut que tout ce petit monde boive. Donc là, pareil, récupération d'eau de toiture dans un IBC qu'on a rendu opaque pour limiter la profusion d'algues. On a même mis un petit système de tamis et de filtration, hein, parce que cette eau, elle va aller aux bêtes. Ça serait même pas suffisant. Hein. Théoriquement, les bêtes d'élevage, c'est de l'eau potable qu'il faudrait leur donner. Vous comprenez la problématique que nous on a avec l'eau potable. On va pas passer en fait la flotte des lapins et de tout le monde dans le berquis, ça serait pas possible. Donc du coup, on fait une filtration, on va dire grossière, et on a des IBC totalement opaques pour limiter en fait la vie microbienne ou d'algues là-dedans. Quoi. Donc bon, cuve de 1000 litres donc pour donner de la flotte à tout le monde. Donc, vous avez vu l'aménagement, hein, elle est mise à hauteur, etc. etc. Bon, voilà. Donc ça nous permet à peu près d'assurer l'approvisionnement en eau des poules et des oies. Ça peut arriver que c'est limite. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on a acheté cette fameuse tonne à eau. On y viendra après. Mais du coup, 1000 litres pour tout ce petit monde, ça peut être trop peu quand on a des épisodes de sécheresse comme on a eu. Donc là, on a eu de grosses pluies, ça a tout rempli. Mais jusqu'alors, eh bien, on allait chercher des arrosoirs à la source ou remplir la tonne à eau. Donc là, je vais vous l'expliquer. D'où aussi, le sens de circulation qui a une vaste importance. Donc, du coup, on attelle la tonne à eau. Donc, la tonne à eau, c'est quoi? C'est un IBC de 1000 litres au cul du tracteur. Et donc, on part de notre source. Ici, je vais y arriver. Hop, on part de notre source. Là, vous voyez le chemin. Tac. On fait comment? On fait. Oui, alors maintenant, ça passe ici. Donc là, on fait tac. Enfin, on est ici. Pof, on passe sous la parcelle 96. Là, on emprunte cette voie-là. Tac, 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 tac. On continue. On passe vers la Serasmi. On continue. Là, on arrive devant la Chienne. Et là, on continue. On longe la grande prairie, là. Et là, on arrive là. Et donc là, après, avec la pompe 3 points, on peut faire la pointe dans notre cuve de 1000 litres. Donc voilà. Donc même un IBC de 1000 litres, pour un élevage moyen, un petit élevage familial, ça commence à être limite. Voilà. Donc ensuite, on a une cuve de 1000 litres qui permet donc de récupérer l'eau de pluie du dindayé. Donc le dindayé, c'est des petites toitures, hein, mais ça arrive à remplir. Donc encore une fois, cuve IBC rendue opaque, à hauteur. Et donc ça permet d'assurer l'alimentation des dindes. Et là encore, ça peut être limite en fonction du nombre de dindes que vous avez. Vous savez, avec des grosses chaleurs, tout ce petit monde, hein, ça consomme de la flotte. Hein. Et donc là, pareil, si on venait à avoir une cuve complètement vide, on peut tout à fait, parce que le chemin là, il continue là, et avec un tuyau, on peut tout à fait envisager de remplir cette cuve de 1000 litres. Voilà. On repart, donc là, on arrive sur nos planches de culture qui actuellement donc, ne bénéficient pas d'un accès à l'eau convenable. Donc, on est obligé de venir avec notre cuve transportée. Donc là, heureusement, donc cette année, on ne s'est pas fatigué la vie. On a fait des cultures qui nécessitent peu ou pas d'eau parce qu'on n'a pas envie de faire des allers-retours avec notre tonne à eau. Tu comprends, on a des choses plus intéressantes à faire. Donc voilà. Et donc ici, il y aura en fait deux IBC de 2000 litres qui seront aussi en tampon. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces cuves-là, elles seront connectées à la cuve souple de 5000 litres là-haut, avec en fait un interrupteur flotteur comme un truc de WC, si vous voulez. Et quand ces cuves de 2000 litres, elles commencent à être, quand elles sont plus à niveau,
eh bien, l'eau va s'écouler naturellement puisqu'on a un fort dénivelé entre la 5000 litres et la 2000 litres. Et donc, ces cuves de 2000 litres vont se remplir automatiquement. Donc, voilà, donc ça permettra d'avoir toujours 2000 litres à dispo, prêts à être utilisés en fait, sur toutes les planches de culture qui seront là. Et aussi, puisque là, après, donc là, tout ça, ça a été déboisé, donc ça va être de la prairie. Donc, ça va nous permettre, parce que là, il faut encore aussi tirer du Plymouth. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va mettre la cabane des animaux, mais donc c'est pareil, il faudra leur obtenir de l'eau. Donc bah, fatalement, on va récupérer l'eau de leur toiture, mais il faudra aussi que on assure un deuxième, voilà, toujours prévoir. Et donc là, donc ça sera cette solution là, ces cuves tampons, et donc bah, il faudra tirer du Plymouth jusqu'à leur abreuvoir, etc., etc. Voilà, donc vous voyez, c'est pas rien. Quand, donc même si on est sur le réseau d'eau potable, quand on veut alimenter une ferme assez vaste, qu'on a divers élevages, qu'on a pas mal de cultures à différents endroits, voilà, on oublie en fait la technique de l'arrosoir de Damien Descartes, par exemple. On oublie la technique de MFA. On est sur des gros travaux, on est sur une grosse logistique et il faut bien y penser. Voilà. Et là, je vous rappelle, on est seulement sur 2 hectares. Hein. 2 hectares, c'est rien. À l'échelle agricole, 2 hectares, c'est du pipi de chat. Hein. Je vous encourage aussi à regarder la vidéo qu'on avait faite sur l'élevage de cochons. Là, ils avaient une installation en eau qui s'était faite un peu dans le style de ce qu'on va faire, là, qui était vraiment très intéressante. Et donc, ils arrivaient à donner de la flotte à leurs cochons partout sur le terrain. C'était vraiment bien fait. Et donc, ce qui était assez drôle, c'est que bah, du coup, ils n'avaient pas prévu l'investissement dans la mini-pelle. Bah, ils l'ont très vite acheté parce que rien que ce soit pour planter les piquets de clôture ou justement pour leur réseau d'eau, bah, c'était devenu totalement indispensable. Donc voilà. Donc quand vous partez, je ne le dirai jamais assez, mais quand vous partez sur des projets de cette taille, c'est bien hein, c'est acheter tout ça. Mais gardez une poire pour la soif parce que derrière, vous allez devoir acheter de la machine ou louer de la machine, ou déléguer. Ça fait beaucoup d'argent tout ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc prenez bien la mesure en fait de ces projets-là, tout simplement, et surtout, comprenez bien que là, je sais pas combien, si on additionne tout là, je sais pas combien de tonnes de flotte on a là. Hein. Que ce soit pour la sécurité incendie, que ce soit pour l'élevage, ou les cultures, ou le domestique, on arrive à des, je sais pas quoi, je sais pas, je ne saurais pas dire comme ça là, mais je sais pas, putain, est-ce qu'on s'amuse vite fait à faire le calcul de la totalité des cuves qu'on aura donc ça fait, on va compter en mètres cubes. Donc alors, 2 mètres cubes. Franchement, j'ai pas envie de compter, je suis trop fatigué pour ça. Mais on arrive à peut-être, je sais pas, 30 000 litres. C'est bien possible qu'on arrive à 30 000 litres d'eau. Oh oui, oh oui, oh oui, oui, oui. Oh oui, facile. C'est bien possible qu'on ait même entre 30 et 50 000 litres de flotte hein, à terme. Donc voilà, et donc c'est ça pour une ferme, bien sûr, mais je sais pas, l'autonomie pour moi c'est une ferme. Enfin bon, bref. Donc voilà. Hop, tac. Voilà, donc je pense que je vous en ai dit pas mal, je vous en ai montré finalement pas mal en fait sur ce qui est de la gestion de l'eau sur notre terrain. Donc voilà, donc je refais la promotion de ce bouquin, hop, qui vous donnera déjà pas mal d'informations standards en fait sur les consommations, hein, qui vous permettra déjà d'appréhender un petit peu tout ça. Et donc voilà, moi tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que je voulais vous démontrer en fait, c'était que bah, les besoins en eau sont énormes et que quand on pense élevage et culture, c'est vraiment des grosses réserves d'eau qu'il va falloir s'assurer et que tout ça, il faut bien le penser et voir si on est capable financièrement d'assumer en fait toute cette mise en place. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Bah, petit lapin, bon, j'espère que ça vous aura plu. On va faire peut-être une petite session questions et réponses là, pendant 5 minutes et puis après on va arrêter. Donc je vais vous lire un petit peu. Donc Deps One qui me dit j'ai acheté une sous-soleuse au cul du tracteur, ça va bien, mais pas sur sol rocailleux. Alors attends, je regarde ce que c'est une sous-soleuse. Je connais pas tous les matos. C'est peut-être comme une grosse charrue, peut-être, non? Ouais, c'est ça. C'est un peu comme une grosse charrue. D'accord. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais.
Et oui, oui, donc ça, oui, effectivement, un rocher, ça va t'arrêter, ça va t'arrêter, quoi. C'est sûr. Mais voilà, par exemple, dans la terre comme la mienne, par exemple, sur la parcelle 88, ça passe crème, quoi, hein, ça c'est clair, hein. Ça peut être une alternative économique, finalement, à une mini-pelle ou autre, quoi. Alors, il y a une question, alors c'est peut-être Agnès qui pourra mieux répondre. Combien d'eau par jour les volailles? Eh ben, j'ai répondu déjà à 300 litres millilitres. 300, Oui, pas 300 millilitres 300 millilitres par volaille? par poule. Par poule? Nous, sachant qu'on en a 13, je sais pas combien 13, ouais. avec le coq. Ouais. Mais après, ça, c'est par chaleur ou. Alors, non. Par chaleur, ça peut doubler, c'est petit, ça. T'as mis les oies dedans? Non, les oies, c'est 500 millilitres par jour. 3900. Ouais, donc 4 litres par jour pour les 13 poules. Mais ça, c'est par chaleur normale, quoi. Ça, c'est chaleur normale. Donc tu doubles. Si ça fait chaud. Ouais, donc tu es à 8 litres de flotte pour 13 poules en cas de chaleur. En cas de chaleur. Par jour. Par jour. Par jour. Et les oies, ça nous fait 1,5 litre par jour. Et les oies, 1,5 litre. Ouais. Par jour. Par jour. Donc déjà, rien que pour les volailles, donc je fais en temps normal, ça me fait 4, 5. Ça fait 5 litres 5. 5 litres 5 par jour pour notre cheptel de volailles sans chaleur. Sans chaleur. Sans la chaleur. Et là, on est sur un élevage tout petit, hein. 13 volailles style poule et coq. Et 3 oies. C'est rien du tout, hein. C'est que dalle, hein. Et donc là, on parle déjà de 5 litres 5. Voilà. Donc doublé, bah, voilà, on arrive à 11 litres, et si on double encore, etc. etc. Voilà, bon, bref. Mais ça va énormément vite, hein. Voilà. J'ai l'impression de faire que ça, de toute façon, de les remplir ces putains d'abreuvoirs. À la fin de 2 kilos, ça boit autant. Doublage des îlots d'eau. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu appelles îlots d'eau? Si c'est des marques de biodiversité, si tu peux me préciser, s'il te plaît. Voilà. Bon, bah, du coup, moi, j'ai à peu près terminé. Je reste, allez, 30. Allez, je reste, allez, quelques secondes, on va dire, pour voir si vous avez des questions sur ces sujets-là. Et puis après, moi, je vais. Il est quelle heure? Ça va être l'heure de manger. Voilà. Mais ouais, non, ouais, ce bouquin-là, il est vraiment chouette, là. Je suis pressé de m'atteler à sa lecture. Je suis pressé de faire la revue avec Léandre. C'est vraiment un livre technique comme je les aime. Et il est très chouette, ce bouquin-là. Je suis vraiment content qu'il m'ait offert. C'est top, quoi. Ça me plaît, quoi. Et puis vraiment, c'est la base, quoi. La flotte, c'est la base, quoi. Alors bien sûr, on n'aura pas parlé de potabilisation, parce que moi, je ne suis pas du tout un expert là-dedans. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire. Là, je sais que ça pourrait être intéressant. Je vois que Cédric, sur un récent post, là, il a approfondi le sujet, en particulier sur Berkey. Donc, ben, écoutez, si des fois il est chaud là pour nous faire un compte rendu de ses explorations sur la potabilisation de l'eau, ça serait une bonne chose. Bon, allez, j'en dis pas plus. Je vois que vous n'êtes pas bien bavard, que vous n'avez pas trop de questions. Je vous laisse avec ce live. Je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être je ferai d'autres lives sur ces sujets-là. Dites-moi d'ailleurs, vous me dites dans les commentaires s'il y a des questions cruciales qui seraient bon de traiter. Donc là, on a déjà fait en fait l'organisation, le design, on va dire. On a fait le design selon l'eau. Voilà, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, bah, vous le mettez en commentaire et on verra se faire un petit cours dans ce style. Je vous souhaite une très bonne soirée. À plus, ces petits lapins.